Bonjour et bienvenue sur la chaîne des créateurs de monde, je m'appelle Greg et aujourd'hui on va parler de Camelot, mais plus précisément de Camelot et de ses VFX, les effets spéciaux. Comment ont-ils été réalisés? On va voir une interview qui a été réalisée par 3DVF, assez intéressante vous allez voir, et qui va nous présenter les différents studios qui ont travaillé sur les effets spéciaux de Camelot, notamment toute la partie aussi logicielle qui a été utilisée et les techniques en fait qui est derrière. Là, je vous laisse regarder quelques effets et nous passons au jingle. Interview que vous allez pouvoir retrouver sur le site 3DVF qui nous présente donc les effets spéciaux qui ont été réalisés sur le film Camelot, donc le film d'Alexandre Astier dont on ne présente plus aujourd'hui la série. Les effets spéciaux ont été supervisés par Pierre Magnol qui réalisait un peu l'interface entre Alexandre et les différents studios qui sont intervenus au niveau effets spéciaux, notamment la société Fullscreen, une société parisienne, et qui est représentée par donc Philippe Fournier. Donc là vous voyez par exemple c'est le château de Murol qui est situé en Auvergne et qui a servi de base à l'un des châteaux du film. Alors pas Camelot, puisque Camelot a été créé à partir de rien. Voilà, on verra un petit peu plus loin justement ils en parlent. Mais bon, au moins pour l'un des châteaux. Alors, Philippe, donc, qui représente la société Fullscreen, nous dit qu'à la première lecture du script, ils avaient estimé le nombre de plans à truquer à environ 140. Et un peu plus loin, on nous dit qu'il y a eu 400 plans. Alors pourquoi il y a une telle différence? Donc déjà, au niveau des plans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'armée burgonde, donc le nombre d'attaquants qu'on va retrouver au niveau du château par exemple. Il n'y a pas autant de figurants que vous pouvez en voir dans le film. Donc il y a une armée qui a été recréée en 3D. On va revoir quelques effets après. Donc le château, comme je vous dis, le château de Camelot a été entièrement inventé. Il a fallu déjà le designer en s'inspirant de châteaux existants. Et puis ensuite, il a fallu le reproduire en 3D. On a utilisé plusieurs fonds verts. Je vous expliquerai un peu plus loin pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça sert. On a des effets spéciaux, par exemple, pouvoir créer des flammes au niveau d'Excalibur, l'épée. Alors, il n'y a pas que les flammes, il y a les éclairs, il y a la fumée, des choses comme ça. Donc il y a l'effondrement aussi du château, parce que effectivement, comme le château n'existait pas, fallait bien le faire effondrer d'une certaine façon. Bon, une fois qu'on l'a en 3D, c'est plus facile, mais ça demande quand même des compétences spécifiques. Ensuite, tout ce qui est transition, changement de plan, vous avez... là, il parle pas de tout, parce qu'il y a tout l'aspect aussi colorimétrie, tout ce qui est... il y a vraiment beaucoup d'effets qu'on réalise en post-production sur un film. Le cleaning, alors le cleaning c'est quoi? C'est l'effacement de certaines parties. On va retrouver des éléments de décor, je sais pas moi, une poubelle qui va traîner, un figurant qui va pas être au bon endroit, bon, faut le cleaner. Là, c'est au niveau du château, des zones qu'on voulait pas garder. Le fantôme 3D, on en parle un petit peu plus loin. Voilà, il y a pas mal d'effets qui ont été réalisés sur le film. Mais on a dit que le principal studio c'était Fullscreen et l'équipe était relativement réduite. On nous parle de 14 graphistes qui ont travaillé sur le film, répartis sur une durée d'environ 14 mois. Donc je veux dire, quand on compare par rapport à des sociétés comme Industrial Light and Magic ou d'autres grosses sociétés où on va y avoir beaucoup d'effets spéciaux sur certains films, c'est pas énorme. Voilà, franchement, c'est pas énorme. Alors, que nous dit Pierre? Alors, là, on peut le prendre bien. Bon, il faut le prendre bien d'ailleurs. Il nous dit la méthode Astier sous-entend une grande part d'improvisation. Euh, Au début, quand on lit ça, on se dit, bon, ça veut dire quoi? Il prévoit pas bien les choses, et puis c'est un peu le bordel par la suite. Bon, c'est pas présenté de cette façon-là. Il nous dit, entre les effets visibles lors de la lecture du script et ce qui est réellement achevé, il y a un réel gap. Mais ce qui fait la force du récit d'Alexandre, c'est certes sa première écriture, bon, d'accord, c'est pas mal, mais aussi le fait qu'il intervient à plusieurs moments dans le tournage
et il ajoute des choses, il change des éléments. Voilà, il dit pour rajouter, pour le pimenter, et lui faire prendre une tournure inédite. Bon, je sais pas exactement ce qu'il avait ce qu'il avait en tête avant de dire ça, mais voilà, c'est tourné différemment peut-être de gros studios américains où il faut que tout vraiment soit prévu détail par détail, même si de temps en temps on est quand même obligé d'improviser un peu. Alors là on voit un petit effet d'ailleurs, hein, donc là vous voyez l'image telle qu'elle a été tournée, et là on voit ce qui a été rajouté. Donc tout ce qui a été rajouté, toutes les machines de guerre que vous voyez derrière là, eh bien ça a été réalisé en effets spéciaux. Donc Pierre Magnol donc, a assuré la relation entre les différents studios de VFX et Alexandre. Il est connu sous le pseudo de Bright Photon. Et donc il nous dit qu'il a développé des concept arts des différents effets visuels, comme ceux de l'épée, parce qu'il n'a pas fait que l'interface, hein, il a aussi travaillé directement sur le VFX, je veux dire. Il a réalisé des pouvoirs magiques, donc tout ce qui était vraiment un peu effet de particules ou autre. Il a réalisé aussi le matte painting sur le château, et la prévisualisation des modèles. Ah, il utilise Cinema 4D. Pratiquement pour tout ce qu'il fait, hein. Il en parle un petit peu plus loin. Là, ça a été utilisé pour le château, mais aussi pour tout ce qui va être définition des personnages. Même si le côté animation de foule, vous verrez, c'est un autre logiciel. Je voulais m'arrêter juste quelques instants sur Cinema 4D, que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc c'est ce logiciel qui est là. C'est un équivalent de Blender, c'est un équivalent de 3D Studio Max, ou plutôt Maya. Voilà, c'est un des grands logiciels de modélisation, d'animation et d'effets spéciaux qui existent, et qui est traditionnellement utilisé dans le milieu plus du cinéma en fait, et de l'animation. Alors quelle est la différence par rapport à Blender? Comme je le maîtrise moins, j'ai regardé un petit peu avant de tourner cette vidéo, pour savoir aujourd'hui s'il y avait vraiment de grandes différences. Et en fait, bon, la première différence déjà, c'est que Blender, c'est un outil qui est gratuit et open source, et qui a quasiment les mêmes fonctions que Cinema 4D. Et on verra, même il en a quelques-unes supplémentaires. Cinema 4D, lui, quant à lui, c'est 100$ par mois. Alors vous pouvez l'avoir moins cher si vous prenez sur l'année, c'est 60$ par mois, en payant un an d'un coup. Ou alors, vous pouvez demander un abonnement à vie avec 3500$. Voilà, si vous êtes sûr vraiment de beaucoup l'utiliser. Il est apparu, il a été utilisé de façon plus ancienne, dans le sens où, au moment où Blender n'avait pas tout ce qu'il fallait pour être utilisé dans le cinéma, il y avait Cinema 4D. Donc forcément, on va retrouver des gens qui ont plus de 40 ans, qui vont plutôt maîtriser cet outil. Et qui ont peut-être formé aussi des jeunes depuis. Mais je veux dire, c'est que ça peut expliquer au niveau historique pourquoi aujourd'hui il est encore beaucoup utilisé dans le milieu du cinéma, alors que on a un équivalent gratuit open source qui est déjà pas mal. Bon, moi j'ai des amis qui sont dans le milieu des effets spéciaux au cinéma et qui utilisent de plus en plus Blender maintenant. Et pas seulement Blender, évidemment. Mais au moins pour la partie modélisation. Donc on a à peu près les... Alors, il y a quand même une différence en termes de modélisation, c'est que si vous voulez faire par exemple du sculpt, c'est-à-dire modéliser un peu comme on le ferait avec vous savez, sculpter une statue. Alors, on peut le faire en 3D, c'est-à-dire qu'on prend un modèle, un bloc, et puis on commence à le déformer un peu comme de la pâte à modeler, et on le sculpte. Donc il y a des logiciels comme ZBrush qui le font très bien, mais Blender a ses propres outils également. Ce que n'a pas Cinema 4D. Là on va l'utiliser plutôt avec ZBrush par exemple. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, à part que vous voyez, dispose d'outils plus avancés sur Blender. Ah si, la courbe d'apprentissage, ouais. Mais c'est de moins en moins vrai. Avant la version 2.80 de Blender, on avait une interface qui était assez peu intuitive, qui était... Bon, c'est vrai que c'est encore toujours le cas dans le sens où c'est un logiciel qui est très complet. Donc forcément, il faut un certain temps pour pouvoir apprendre à s'en servir. Cinema 4D a moins de fonctions, et donc il a une courbe d'apprentissage qui est plus rapide. Donc c'est encore aujourd'hui vrai, mais de moins en moins. Voilà, bon, c'est ce qu'on sait pour Cinema 4D. Alors revenons à notre interview. Alors je passe sur la pandémie, on va rester sur les VFX. Alors, les châteaux du plan de Camelot ont été dessinés par Denis Seglan et Tania Rothbart.
Donc ça fait référence en fait au castel de San Angelo à Rome et le donjon du château de Coucy. Voilà, le plus haut jamais bâti en Occident, mais détruit en 1917. Donc ils se sont inspirés de ces plans-là pour créer Camelot, et donc il a fallu le recréer en 3D. Alors pour les raccords avec les plans filmés de la loge, qui s'effondrent à la fin du film, nous avons repris les thèmes de décoration intérieure pour les appliquer à l'extérieur. Alors l'idée c'est un peu ça, c'est qu'on a des... On a déjà réalisé des vues de ce qu'on voulait au niveau intérieur, et pour le raccorder à l'extérieur, eh bien, on va utiliser des points précis. Donc là, par exemple, ça va être le rappel des liserés de briques autour des tours de garde et des tentures sur les murailles. Et donc, on fait une correspondance pour que le spectateur identifie bien l'intérieur et l'extérieur du château, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, à la demande d'Alexandre, nous avons créé des ours, c'est-à-dire des charpentes en bois pour couvrir les remparts, et des toits en bois sur chaque tour, afin de le rendre un peu plus médiéval. Oui, bah c'est vrai qu'on retrouvait beaucoup de façon d'utilisation de bois sur les châteaux. Hein. Aujourd'hui, on a une image qui est celle un peu de ruine, où quand ils sont reconstruits, on perd un peu ce côté bois. Mais quand vous voyez des trous sur une muraille, souvent c'était des endroits où passaient une sorte de grandes poutres, en fait, et il y avait des parties intérieures, en fait. Hein. Il y avait beaucoup de constructions en bois sur la partie pierre. Donc c'est ce qu'a repris ici Alexandre Astier. Alors Philippe donc de Fullscreen, nous dit les scènes les plus complexes en 3D étaient celles avec les Burgondes attaquant le château de Camelot. Alors oui, donc il y avait un certain nombre de figurants, mais si on voulait rendre la scène plus complète, eh bien on a créé des figurants entre guillemets en 3D, et pas que ça. Il y a aussi des machines de guerre. Alors je pourrais pas vous dire comment ça s'appelle, je ne sais plus, mais c'est pas des catapultes, c'est des scorpions peut-être, je sais pas, non, je me rappelle plus le terme. Mais ce sont des machines qu'on a modélisées tout simplement en 3D, quoi. Alors pour étoffer l'armée, nous avons photographié des dizaines de costumes sur le lieu de tournage, et nous avons refait en 3D. Alors on revoit en dessous, justement, les différents costumes qui ont été pris en photo, et ensuite, un peu plus loin, voilà, on a un personnage recréé en 3D. Comme on ne le voit pas de très très près, il n'y a pas besoin d'un détail fou, mais déjà, bon, une vue de... Vous verrez, hein, c'est des petits... on les voit en petits, les personnages. Quand on les voit en plus gros plan, bah forcément, on prend plutôt des figurants. Alors là, c'est le logiciel Golem qui a été utilisé. Donc, Golem, c'est une société française qui a créé un produit qui permet de simuler le comportement de foule. Alors, on voit un petit peu là... Non, ça, c'est pas vraiment... ça, c'est pas vraiment avec Golem que c'est fait. C'est juste une animation. Mais l'idée c'est ça, quand on veut vraiment avoir une foule avec un mouvement cohérent, eh bien, tous les calculs mathématiques de statistiques, de ceci, cela, qui permettent d'avoir un mouvement relativement fluide et réaliste, c'est un logiciel qui s'en occupe, et ici c'est Golem. Alors vous en avez un autre qui est très connu aussi, qui est Massive. Vous voyez, donc Massive, ça utilise de l'intelligence artificielle, ça utilise des calculs mathématiques de haut niveau, pour, dans World War Z, hein, rappelez-vous tous les zombies qui montaient le long des murs, ou qui se déplaçaient dans la ville, un peu comme un fluide d'ailleurs, on voyait, ça donnait l'impression en fait qu'il y avait une marée noire, enfin une vague de zombies qui passait. Eh bien c'était Massive, hein, qui faisait cet effet-là. Donc là c'est Golem, société française. L'avantage c'est qu'on a les intervenants sur place, et voilà, on a toute l'équipe qu'il faut pour s'il y a des questions, s'il y a des besoins particuliers. Alors ils nous disent par exemple que sur les 400 plans qui ont été truqués, 100 plans correspondent à des modifications au niveau de l'armée, quoi. Là vous avez par exemple, on a rajouté, alors là par contre c'est pas du vrai matériel, je pense pas, je me rappelle plus dans le film comment c'était. Je me rappelle pas quelle est la scène finale, qu'est-ce qui est effacé. Ah, là on le voit pas, là non plus. Là on voit le rajout des différentes machines de guerre, hein, qui ont été rajoutées, plus la foule. Hein, il y a beaucoup plus de personnes qu'à l'origine. Voilà, on a le plan final une fois que tout est combiné. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait quand même, hein,
au niveau des figurants, ça fait quand même 70 figurants maquillés, costumés, dont plus 6 cascadeurs pardon, qui s'occupaient de la chorégraphie, parce que bah, y a du combat, donc forcément il y a des mouvements particuliers, il y a une façon de se déplacer. Et ouais, ce qui est pas toujours évident. On nous parle de par 4 degrés d'extérieur. Alors ça ne nous dit pas exactement quand ça a été tourné. D'ailleurs, Alexandre avec son petit bonnet rouge comme ça, il a un air de cousteau. Vous trouvez pas? Philippe nous dit, au début du projet, nous devions faire s'effondrer la loge suite à la destruction des souterrains en plan rapproché et détruire le château vu de loin. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'à partir du moment où on a réalisé tout le modelage en 3D, qu'on a réalisé les différentes... que tout est présent en fait pour faire déjà quelques scènes, bah, quelquefois on peut se permettre d'en faire plus. Et c'est ce qu'il nous dit là, il dit on a trouvé ça dommage de ne voir que de loin, et on a proposé à Alexandre d'ajouter un plan de destruction de la tour et un impact de catapulte sur un toit. Puisque quand les simulations sont faites, eh bien, autant en profiter justement pour prendre un maximum de plans. Donc ces petites choses-là ont été rajoutées a posteriori, parce que ça coûtait pas plus cher en fait à mettre en place. Et concernant tout ce qui va être simulation physique, on utilise souvent le Houdini. Houdini qui est un moteur complémentaire, procédural, permettant de réaliser des simulations physiques. Alors ça va de faire des effets de flamme, des effets de fumée, le mouvement de l'eau par exemple. Tout ça, Houdini le permet. Il est utilisé aussi dans le milieu du jeu vidéo. Vous voyez, c'est une sorte de programmation nodale, un peu comme Blender quand on assemble les nœuds pour créer un matériau, ou sur Unreal pour faire du blueprint. C'est à peu près la même chose. De toute façon, de plus en plus, on revoit que dans les logiciels, on passe au nodal. Voilà, on risque pas de faire d'erreurs, on risque pas de faire des erreurs de script, ce genre de choses. Le nodal permet de faire plus de choses. Donc les explosions ici, et surtout le côté procédural permet de créer des mondes complexes à partir de quelques règles. Et ça, c'est pas mal, c'est même très utile au cinéma pour ajouter des arbres, pour ajouter un lierre sur un mur, pour plein de choses. Bon, là, on voit plutôt un effet de... Ouais, c'est l'effet de fumée. Il y a un petit côté colorimétré en plus, mais c'est l'effet de fumée qu'on nous montre. Donc Alexandre tenait à ce que ce soit comme cela, comme pour le reste de son film. C'est-à-dire que, oui, il voulait que tout soit filmé à hauteur d'homme. Voilà, l'idée c'était de ne pas faire comme dans les gros blockbusters américains où on a des vues de haut, des vues vraiment très particulières, et où le côté effets spéciaux est vraiment très visible. Et puis finalement, comme il dit, il a fait beaucoup de prévises dans ces 4D. Donc en gros, la prévise, c'est tout ce qu'on fait comment dire, en simulation avant. Et il lui a montré des différents points de vue qu'on pouvait avoir au niveau caméra. Et finalement, ça a fini par convaincre. Donc il y a quelques plans un peu plus sophistiqués qui ont été mis en place par la suite. Alors c'est assez amusant de voir comment ici vous avez vous voyez par exemple vous avez le mur qui est enfin le côté du mur qui est sous forme de réelle maquette, qui est vraiment présent sous forme de décor sur le plateau, et vient se raccrocher la partie 3D. Et c'est tellement bien fait qu'on se rend quasiment compte de rien. Pareil pour tout ce qui est en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on voit au moment du tournage. Et ça, voilà, c'est une fois que les effets spéciaux sont appliqués, on voit plus rien. Heureusement, vous me direz. Ici, c'est l'utilisation du fond vert. Alors, habituellement, on met un fond vert parce que ça facilite l'incrustation derrière d'un autre décor. C'est encore le cas ici. Mais il y a une autre fonction. C'est que, vous voyez les petits points qu'on a, on voit pas très bien, les petites croix qu'il y a autour de la personne, ça permet de donner 3 vraiment repères facilement identifiables pour pouvoir... quand la caméra se déplace pour pouvoir comprendre le tracking. Alors, le terme technique, c'est le tracking de caméra. C'est-à-dire que si on veut pouvoir déplacer la caméra et qu'on met un décor qui est virtuel derrière, parce qu'une fois que j'applique l'effet, vous voyez, ça donne ça.
je vais le mettre à moitié. Ça ne couvre pas que l'écran vert, c'est pas une simple substitution, c'est vraiment un plan complet qu'on va rajouter derrière, et là il y a besoin quand on bouge la caméra, de savoir comment bouger aussi la vue 3D, la fausse vue qui est derrière. Alors on a fait un article qui parle de ça dans le mag numéro 1, qui est téléchargeable gratuitement sur le site des créateurs de monde. Et donc on parle des écrans verts, enfin on parle d'autres choses également, mais il y a toute une partie sur le tracking de caméra et des écrans verts. Alors la vraie surprise était le nombre de plans, hein, ouais, il y a eu 150 plans qui n'étaient pas forcément prévus au départ avec fond vert. Là encore, une fois on en voit un autre. Bon là il y a une substitution quasiment presque complète. Pas totale, mais presque complète. Et par exemple on a aussi caché le micro. Ah là ça va être avec l'épée, vous voyez. C'est peut-être un des effets les plus simples, mais bon, il faut aussi traquer le mouvement de l'épée. Ce qui n'est pas forcément le plus compliqué. Voilà, donc Philippe nous dit que le pipeline, parce que Philippe c'est celui qui s'occupe de la société Fullscreen, et il ne travaille pas forcément avec les mêmes outils que son collaborateur, Pierre Magnol. Et alors que bon, il y en a qui travaillent sous caméra 4D, l'équipe, elle travaille plus avec Maya et Redshift. Maya, donc outil de modélisation, qui peut faire du rendu, mais Redshift qui a un cran au-dessus pour vraiment faire du rendu, c'est-à-dire que transformer ce qu'on a vu en 3D en une image réelle qu'on peut utiliser en compositing. Quant au compositing même, c'est-à-dire l'assemblage entre les images vidéo issues de la caméra et puis les VFX, tout ça en fait c'est réalisé sous Nuke. Nuke qui est un logiciel qui est assez cher, mais qui est très utilisé dans le milieu du cinéma justement pour ce genre de choses. Et After Effects, un autre logiciel utilisé pour faire des effets spéciaux vidéo. Par exemple, on peut faire des effets de flamme avec. C'est dans le numéro 6 des créateurs de monde, nous avons parlé de Matt Perrin, qui est un spécialiste VFX, qui travaille donc dans les studios Encore VFX et Pixomondo, et dont le travail a été nominé aux Emmy Awards pour la scène dans la série Breaking Bad. Alors je sais plus le nom, c'est un nom particulier de scène où à un moment donné, un des grands méchants, une bombe explose je crois qu'il était à l'hôpital à ce moment-là, et puis on le voit sortir de sa chambre et il a la moitié de son visage qui tombe au sol. Oui, et bon après forcément il s'écroule aussi, et tous ces effets spéciaux ont été réalisés donc réalisés en tout cas en partie, mais c'est pour ça qu'il a été nominé par Matt Perrin. Donc interview complète que vous retrouvez dans le numéro 6 des créateurs de monde. Voilà, écoutez, ça fait déjà une bonne vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette partie sur les VFX. Si vous avez d'autres sources de trucage, de making-of, de films et séries, n'hésitez pas à nous les envoyer, qu'on les étudie, et on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.